La France va-t-elle enfin ratifier la charte européenne sur les langues régionales avec 20 ans de retard? C'est le débat du jour à l'Assemblée nationale à Paris. Alors comment comprendre cette lacune française, si l'on peut dire? La réponse est peut-être en Suisse. 4 langues nationales, allemand, français, italien, romanche, auxquelles s'ajoute une langue extraterritoriale qu'on appelle le yéniche. Et pourtant pas l'ombre d'une sécession en vue. De grands témoins dans votre 64 minutes. Tanguy Louarn, bienvenue à vous. Vous êtes militant linguiste et culturel breton. Vous avez notamment fondé l'école d'Iwan à Quimper, en Bretagne, en France donc. Avec nous également Laurent Gageot, en direct de Neuchâtel, en Suisse. Merci d'être avec nous. Vous êtes linguiste à l'Université de Genève. Alors avant de vous entendre tous les deux, je vous propose de regarder un reportage sur l'enseignement de l'alsacien en France, un reportage de notre partenaire France 2. Ce jour-là, on chante en alsacien. Dans cette classe de CP, les élèves apprennent le français, l'allemand et le dialecte local. Tous ces enfants entendent de l'alsacien depuis l'école maternelle et certains le pratiquent chez eux. Toi, tu le connais comment l'alsacien? Tu l'as appris à l'école, à la maison? Raconte-moi. À la maison parce que mon papa parle alsacien. Un peu avec ma mamie. Mais tous ne le parlent pas en dehors de l'école. C'est le français qui vient en premier. C'est difficile ou pas l'alsacien? Un petit peu. Vu que le périscolaire dans cette école, tout est fait en alsacien aussi, donc ils entendent quand même beaucoup d'alsacien durant la journée. Que ce soit les maîtresses qui parlent entre elles ou en récréation. 10 écoles privées existent sur ce modèle en Alsace avec un objectif, faire revivre la langue. À quelques kilomètres de là, dans ce village, on défend aussi l'alsacien. À la mairie, les 2 hôtesses d'accueil parlent le dialecte, comme 43% de la population de la région. Voici ça fait partie de notre culture et c'est dommage que ça disparaisse. Vous aimez bien le parler? Oui. Donc ça, c'est justement pour encourager les gens à leur dire qu'on parle l'alsacien ici. Donc maintenant, on met ça dans les commerces qui nous le demandent, mais également les administrations, pour justement aider les gens à se décomplexer et à reparler naturellement l'alsacien. Dans les années 60, plus de 70% des habitants de la région parlent alsacien. Mais il est interdit à l'école et considéré par beaucoup comme ringard. On le parle surtout à la maison et sur les marchés. Une pratique qui perdure aujourd'hui. Sur le marché de Strasbourg, on parle encore alsacien, mais c'est une question de génération. Vous parlez beaucoup alsacien sur le marché? Il y a beaucoup de clients qui parlent alsacien? De moins en moins. Donc, à mon âge, on parle que l'alsacien à la maison depuis longtemps, depuis toujours. Et puis pour le français, je me débrouille pour le français. C'est la première langue qu'on a parlé quand on était jeune et donc on aimerait quand même qu'elle survive. Aujourd'hui, 3% des 3-17 ans parlent l'alsacien, un atout qui leur facilitera aussi l'apprentissage d'autres langues. Voici donc un exemple d'expérience d'enseignement d'une langue régionale. Tanguy Louarn, vous étiez il y a encore quelques minutes à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se joue exactement aujourd'hui en France du côté des députés? Aujourd'hui, le débat porte sur un projet visant à modifier la Constitution afin de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Parce que cette charte a été signée en 1999, lorsque Lionel Jospin était Premier ministre, mais a été déférée au Conseil constitutionnel qui a considéré non pas que les dispositions signées par la France étaient anticonstitutionnelles, au contraire, il a dit que 39 dispositions retenues sur 98 étaient parfaitement conformes à la Constitution, mais il a considéré que c'était les principes généraux qui s'opposaient à la Constitution, c'est-à-dire une idéologie, je dirais, unitariste, uniformisatrice, considérant qu'il ne pouvait y avoir dans une république qu'une seule langue. C'est ça le point de blocage en fait, c'est ça le point de blocage, oui. Alors je me tourne vers vous, Laurent Gageot. Alors vous connaissez très bien la situation française. Quel regard portez-vous sur cette situation ? Écoutez, la situation française est par définition très différente de la situation helvétique. L'histoire est très différente. La France s'est construite surtout sur un principe de centralisation, d'unicité
Et depuis l'avènement de la République, on a fait rimer égalité avec unicité. Et ce mouvement s'est consolidé avec l'avènement à la fin du XIXe siècle de l'école républicaine, laïque, obligatoire, gratuite et je dirais monolingue. Alors qu'en Suisse, finalement, le pays s'est construit par adjonction progressive de différents territoires, de différents cantons, qui ont amené leur diversité dans une confédération, qui a dû toujours trouver des négociations pour voir un peu comment on allait fonctionner ensemble. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a sans doute deux grandes différences entre la Suisse et la France du point de vue du fonctionnement des langues. D'une part, la territorialisation de la Suisse, la décentralisation fait en sorte que le pouvoir, notamment en termes d'éducation, est dans les territoires, dans les cantons, et les moyens budgétaires aussi, alors qu'en France, quand même, si les territoires ont une certaine autonomie, elle est toute relative. Et d'autre part, ce qu'on appelle les langues de la Suisse sont des langues nationales, parmi lesquelles 3 sont officielles, alors que les langues de la France, à part le français, sont des langues régionales, voire non territorialisées. Et effectivement, ça change l'angle de vue, parce que la question des langues nationales concerne tout le pays en Suisse. Si on regarde ce qui se passe à l'école notamment, partout en Suisse, on est obligé d'enseigner une deuxième langue nationale au moins. Ce serait intéressant de voir si la France pouvait aller dans cette direction en rendant obligatoire l'enseignement d'une langue régionale au moins partout sur le territoire français. Alors, Tanguy Louarn, il existe au moins officiellement 160 langues en Europe, hein, dites-moi si je me trompe. En France, à combien estime-t-on le nombre de langues régionales ? Alors, lors du projet de ratification de la charte, le professeur Sergi Kiglini en avait recensé 75. Que l'on connaît bien à TV5 Monde, puisqu'il anime un programme. Oui, et y compris d'ailleurs pour la plupart des langues de territoire d'outre-mer. 24 langues en Nouvelle-Calédonie, 6 langues en Guyane. Donc évidemment, c'est un nombre très important, plus les langues métropolitaines qui sont également nombreuses. Est-ce que selon vous, la France est prête à reconnaître une langue régionale ? On entendait à l'instant les propos de Laurent Gageot. C'est envisageable aujourd'hui Alors évidemment, cette situation de bilinguisme serait très très souhaitable. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là et je crois que le débat qui a lieu porte déjà sur une ouverture à un bilinguisme. Mais par exemple, le projet de co-officialité qui est revendiqué par exemple en Corse, puisque la collectivité territoriale de Corse a voté ce projet, mais il se heurte à la Constitution et d'ailleurs Manuel Valls a dit qu'il n'en était pas question parce que c'était contraire à la Constitution. Alors qu'en pratique, cela peut exister, sauf que ce n'est pas reconnu. On va prendre un exemple. Nous avons été récemment à Saint-Denis de la Réunion et la mairie a institué une sorte d'obligation de recevoir les usagers de la mairie dans ces différents services selon les personnes, soit en créole, soit en français. C'est déjà une avancée. Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Laurent Gageot. Une question de pratique. Comment est-ce qu'on définit une langue, finalement ? Parce que c'est difficile de voir où ça commence et où ça s'arrête, non ? Vous qui êtes linguiste, dites-nous. C'est très difficile de définir une langue. La définition linguistique technique serait assez simple. C'est un instrument de communication qui permet à une communauté de fonctionner, qui remplit aussi des fonctions d'identification. Cela dit, la définition d'une langue n'appartient pas aux spécialistes ou linguistes, elle appartient avant tout à la collectivité elle-même, voire à des pouvoirs politiques. Donc la dimension politique et idéologique d'une langue est toujours très importante. D'ailleurs, on voit le débat au sein même des langues régionales. C'est pas du tout évident de définir ce que sont les langues régionales. Il suffit de penser à l'occitan qui couvre un bassin très important en France et pas seulement en France d'ailleurs, en Italie aussi, un petit bout en Espagne. Certains ne sont pas d'accord de dire que l'occitan est une langue en tant que telle, mais qu'il y aurait évidemment le gascon, le limousin, le provençal, et la question de la standardisation pose un certain nombre de questions. Donc tout ça doit être pris en compte évidemment par le linguiste, mais évidemment
par la communauté dans son ensemble. Mais si vous me permettez, j'aimerais revenir très brièvement sur la question du corse, qui pose aussi des questions d'ailleurs de standardisation, parce qu'il y a plusieurs corses ou langues corses en parallèle. Mais là, par exemple, le territoire corse a fait en sorte que la langue corse soit enseignée de manière obligatoire à l'école primaire, à raison de 2 ou 3 heures par semaine, je crois. Et là, quand même, il y a un exemple assez intéressant de ce qu'on peut faire pour avancer avec la question des langues régionales. Cela dit, la France a quand même avancé depuis une quinzaine d'années, il faut le rappeler. Elle a une histoire assez lourde finalement à gérer, mais elle a avancé. Si on pense à l'organe de politique linguistique majeure en France, qui est la DGLF-LF, avant 2001, cette délégation à la langue française et aux langues de France s'appelait DGLF, Délégation générale à la langue française. Donc on a déjà beaucoup évolué en considérant que la politique linguistique française devait s'occuper des langues de France. Et l'année passée, il y a eu quand même un projet de refondation de l'école de la République qui dit des choses intéressantes aussi sur la mise en place d'un enseignement de langue ou en langue régionale dès le primaire. Donc il y a quand même un certain nombre de projets qui avancent, mais le chemin est sans doute encore long. Alors, vous avez fondé l'école de Diwan à Quimper, en Bretagne, Tanguy Louarn. Certains y voient une atteinte, justement, on disait, à l'unicité. Que répondez-vous à vos détracteurs ? Oui, ils sont rares, ceux qui voient une atteinte à l'unicité de la République. Non, il est facile de répondre aux détracteurs par les résultats. Personne ne croyait au développement de ces écoles. En quelques années, parce que vous parlez de l'école de Quimper, mais il s'agissait d'un mouvement collectif qui a été décidé par les associations militantes, compte tenu des blocages qui existaient. Il suffit de prendre l'exemple du lycée Diwan de Carhaix, par exemple, c'est-à-dire des jeunes qui ont suivi toute leur éducation en langue bretonne majoritairement et en français, voire en anglais ou dans d'autres langues, parce qu'on y enseigne, par exemple, une langue comme l'arabe également. Eh bien, par 2 fois, le lycée Diwan a été considéré comme étant le plus efficace pour ses résultats au baccalauréat. Mais que vous disent les jeunes qui viennent apprendre le breton, par exemple? Pourquoi ils le font? Par fierté? Alors, ils le font, oui, un petit peu par fierté, parce que, bon, ils ont été éduqués dans cette langue et ils souhaitent le poursuivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, évidemment, quand ils sont très jeunes, ce sont les parents qui les mettent à l'école. Mais quand il s'agit de passer au collège et puis après au lycée, c'est une demande des jeunes. Ils veulent poursuivre dans ce système d'éducation. Certains, d'ailleurs, le quittent par goût de l'expérience, ils ont envie de voir quelque chose, et puis ils y reviennent souvent d'ailleurs, parce qu'ils le trouvent également très enrichissant. Alors Laurent Gageot, vous qui avez l'expérience donc de cette multiplicité linguistique, de langue nationale, comment est-ce que vous recevez, vous, l'argument du danger que vous évoquez justement pour l'unicité d'un pays ? En tout cas, cet argument, évidemment, ne vaut pas grand-chose en Suisse, vu que la Suisse vit quand même en tant que pays unifié et pacifié, mais avec plusieurs langues. Donc la question du danger, effectivement, est quelque chose qui n'est pas valable à l'échelle de ce qui se passe dans plusieurs pays européens. Mais comme je le disais tout à l'heure, la France a une histoire à gérer, des idéologies à gérer qui ne sont pas les mêmes. Et le vecteur de l'école est sans doute le meilleur pour montrer effectivement, c'est le cas avec le breton, c'est le cas avec l'alsacien, on l'a vu dans le reportage, c'est le cas avec le basque et bien d'autres langues régionales, qu'on peut effectivement construire un système éducatif qui ne va pas nuire au développement du français, langue de la République, mais qui pourra ajouter à cette langue d'autres compétences, et ce bilinguisme va profiter non seulement aux langues, mais aux matières scolaires étudiées et au positionnement que les Français pourront avoir sur le marché du travail et dans l'Europe citoyenne, parce que les langues régionales aussi, oui. Merci beaucoup Laurent Gageot d'avoir témoigné ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous également Tanguy Louarn. Au revoir et donc Ke Navo comme on dit en breton. Merci à vous. Le vote aura lieu la semaine prochaine en France. On en reparlera. Merci à vous.